une particularité, c'est que je trouve que euh, ce côté où chaque personnage est son propre narrateur. Hein? Chaque personnage se raconte. Donc, il n'y a pas de barrière littéralement entre le lecteur. Il n'y a pas quelqu'un qui est perché, qui Hein? raconte. Et je trouve ça très original. Quand j'entends parfois des gens me dire que le premier roman africain a été écrit en 1900 ou en 1800, je leur dis, mais est-ce qu'on peut être plus ignorant que ça? Ouais. Est-ce que c'est de l'ignorance ou est-ce qu'on fait exprès? Tu as aussi cette part de réalisme où tu décris quand même ce qui se passe dans notre continent, que ce soit le poids du candidaton, le poids du patriarcat, surtout avec Thérèse. Et là aussi avec Tabara qui est chassé de la maison, Tabara qui rencontre énormément de difficultés, mais qui tient debout, qui est très courageux, qui reste digne jusqu'à la fin. Il y aura un moment dans notre vie, ou plusieurs moments dans notre vie, où cette notion de, en Wolof, je préfère, Sobu wala Sanku, arrivera. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Enquête de voix. Enquête de voix, un espace où se croisent les dialogues, les opinions et les idées afin de faire émerger une pluralité de voix. Pour ce premier épisode, alors, nous allons recevoir M. Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye dans le cadre de la publication de son roman Les Soleils Invincibles chez Présence Africaine, un roman époustouflant, d'une profondeur rare et nous allons en parler, essayer de décortiquer ça. Et ce roman est une invitation à explorer l'étendue de la dignité humaine. On parle de la question lancinante des migrations, de l'envie d'ailleurs, également de la recherche d'un avenir meilleur. Et à travers des personnages attachants et une plume très, très incisive, il nous fait explorer les méandres d'une aventure assez particulière de Draman. Pour commencer, avant ça, on va laisser d'abord notre invité se présenter. Bamba, bonjour et bienvenue. Merci de nous faire l'honneur d'être là aujourd'hui. Bonjour Grand Bardé, je suis très heureux d'être ici, de partager ce plateau avec vous. Je salue tous qui vont nous regarder et j'espère aussi qu'on aura une conversation d'un grand intérêt. Merci Bamba. D'ailleurs, tu préfères qu'on t'appelle comment? Cheikh ou Ahmadou ou Bamba ou Ndiaye? Bamba conviendra. Bamba conviendra. Yeah. Parce que on a on a une chose en commun. On a beaucoup de prénoms. Et je sais que j'ai une question dans ce sens. Est-ce que selon l'appellation qu'on te donne, tu localises la personne, tu sais d'où elle t'appelle? Parce que moi, je sens ça. J'adore l'expression localisée parce Ouais. que c'est effectivement ce qui se passe. Localisation à la fois géographique Ouais. et affective. Aujourd'hui, quand on me dit cher, je sais qu'il y a de fortes chances que ce soit du côté du Burkina Faso. Ok. Quand on me dit Khadim, c'est de Diourbel. Diourbel, ok. Quand on me dit Bamba, c'est dans le milieu professionnel, dans le milieu scolaire. Quand on me dit Cheikh Ahmadou Bamba, ça encore, c'est un autre niveau. C'est encore plus professionnel. Yeah. Et Ndiaye, c'est très rare. Tout court. Parce que moi, on m'appelle souvent Baldé, donc je ne sais pas si c'est le même effet. Je pense que Ndiaye est assez commun, très, très, voire usité au Sénégal. Oui. Ou par contre, si, dans le cadre conjugal, parfois ma femme m'appelle Ndiaye. Ok, je vois. Oui, c'est assez particulier quand on a plusieurs prénoms et on parvient à les localiser. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, moi, je veux bien qu'on parle de cette phase en amont dans ce parcours d'écriture. Quels ont été à quelle période tu as fait tes premiers jets, tes premiers essais dans l'écriture et c'était dans quel cadre? Ah, là, ce sera un voyage dans le temps parce que pour parler de premier jet, à proprement parler, il faut remonter peut-être en classe de 6e. 6e au lycée.
en classe de 5e, je me rappelle au moment de rentrée des vacances pour retourner je quitte le Burkina pour retourner au Sénégal. J'avais déjà dans mes valises un recueil de nouvelles que j'avais, pas un recueil de nouvelles, mais une nouvelle qui était très longue. Donc, on pouvait même parler de mini-roman. Mais j'avais déjà écrit à la main une nouvelle. Et j'avais répété l'exercice aussi quand j'étais en classe de 4e. Et je pense que c'est à ces moments vraiment que je me suis mis à la production littéraire, artistique. Ce moment où on commence à écrire, on se dit qu'on est en train de travailler sur une œuvre. Après, les publications, elles sont venues plus tard en classe de première. C'est là où j'ai été publié pour la première fois. C'était au Burkina Faso. J'étais toujours au Prytanée militaire. Et donc, c'est en ce moment-là que l'état-major du Burkina donne le feu vert au Prytanée militaire de faire paraître mon premier texte. Et c'était en classe de première. Ok. Mais tu as publié très, très jeune, hein, alors. Tu as commencé à écrire jeune et tu as publié très jeune en classe de première. C'est quoi, tu avais quel âge? 16-17 ans. Ah oui. Et donc, après, ça, c'était un peu la particularité parce que vu que j'avais commencé à écrire très tôt, moi, j'écrivais sans savoir forcément que j'écrivais. Et même au moment de publier, ce n'était pas une volonté de ma part d'être publié. C'était plutôt le fruit du hasard. Un jour, j'écris toujours à la main et donc j'avais un classeur qui appartenait d'ailleurs à mon grand frère. Okay. Donc je l'avais piqué à mon grand frère et dans le classeur, je consignais en fait, je mettais toutes les feuilles de poésie que j'écrivais. Et un jour, quand on est allé au plateau de sport, je l'ai oublié. Et le lendemain, il se trouve que le classeur avait atterri dans le bureau du colonel, du commandant d'école, et je me fais convoquer au bureau du commandant d'école. Ce qui, dans le cadre militaire... C'est une allusion à une bêtise. Hein? À une bêtise, ou en tout cas, vous vaut des sueurs froides. Et j'arrive, et effectivement, le commandant m'accueille d'une voix très sévère. Vous êtes fou, quoi? Je le regarde, il était géant. Oui. Et il me dit, je dis, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mon colonel. Il me dit, c'est à vous ça? Je dis oui. Et après, il me dit, mais vous comptiez nous le montrer quand? Je dis, qu'est-ce que je suis censé vous montrer? Après, il me dit, mais ça, c'est une mine, il faut publier ceci. Et le lendemain matin, ou je crois dans la même semaine, devant toute l'école, il faisait l'annonce selon laquelle le Prytanée allait me publier pour la première fois. Et donc, c'était une belle expérience qui, après, a pris aussi d'autres tournures parce que... J'ai appris que les présidents des deux pays étaient au courant. Hein. Donc, c'était un moment assez solennel ou comment tu l'as ressenti? Oui, c'était assez inédit parce qu'à l'époque, déjà au niveau du Prytanée, on est quand même dans un cadre de forte tension intellectuelle, mais tension dans le bon sens. Les gens adorent ceci. Donc, savoir déjà que tes anciens, tes aînés ou tes jeunes vont lire ton texte est un défi parce que ce sont des gens qui sont capables quand même de te challenger, si je puis dire. Et en plus, ça a été diffusé dans tous les Prytanée de la sous-région. Et moi, j'ai été même surpris que mes petites sœurs à Diourbel me disent que le texte se trouve dans leur bibliothèque. Ah oui. À Diourbel. Okay. Alors que ce n'était pas une démarche de ma part. Et de cette même manière, un jour, j'étais à l'école, on nous a mis au garde à vous, nous tous, et on a commencé à lire une adresse du président de la République du Sénégal à mon endroit. Okay. Je n'avais jamais envoyé le texte au président, je ne savais même pas, je n'étais même pas forcément conscient. Abdoulaye Wade à l'époque. Et donc, il se trouve que le président du Burkina a pris le texte et lui a envoyé. Mais bon, ça, c'est le destin de texte qu'on ne maîtrise pas. Mais en tout cas, pour dire que c'était
à cette étape-là. Mm. Et après, j'ai répété l'exercice en terminale. J'ai produit mon deuxième recueil de poésie toujours. Mm. Et en première année d'université, j'ai commencé par l'université Gaston Berger. J'y ai passé quelques 6 mois. Mais au terme de ces 6 mois aussi, les presses universitaires de Saint-Louis, à l'époque, l'université était dirigée par le recteur Lamine Gueye, avait aussi publié 2 autres de mes textes, un recueil de nouvelles et un recueil de poésie toujours. Donc oui, entre la classe de première et la première année d'université, c'est là où j'ai eu mes 4 premières publications. Ok. Et qui dit écriture sous-entend aussi lecture derrière. Quels sont les auteurs qui t'ont nourri et est-ce que l'environnement euh, t'a permis de plus lire des œuvres, que ce soit familiales ou c'était plus au Britannique que tu as plus pris goût à ça? Mm. Parce que aussi, il faut le dire, au Britannique, vous y partez très tôt, à l'âge de 10-11 ans. Mm. Donc, à quel moment, quel a été l'environnement de lecture, les livres qui t'ont façonné dans ton parcours? J'aime bien la façon dont vous mettez parfaitement C'est les... tutoie, hein, Ça aussi, vous m'excusez, Non, c'est une mauvaise non, y a habitude, pas. c'est une mauvaise habitude du Britannique. On vous voit systématiquement et malheureusement, ma femme dirait que j'ai été traumatisé, mais je garde encore ce vouvoiement. Donc, même si je vous vois, faut pas m'en tenir rigueur. Mais je disais que j'aime bien la façon de bien qualifier les choses parce que l'environnement ici, c'est vraiment de cela qu'il s'agit quand on parle de lecture ou d'écriture. Les gens parlent de talent, parlent de génie. Ce sont des choses qui existent, mais c'est juste un seul facteur. Et ce n'est pas le facteur initial. Et pour moi, je pense que c'est l'environnement qui, en quelque sorte, est le facteur initial. Parce que quand on arrive dans une société, dans une famille, on est porté par des gens. On est influencé par des gens. Et nos habitudes viennent de ces gens. Après, avec le temps, on grandit, on change. Mais en matière de lecture ou d'écriture en particulier, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où si je compte juste le nombre d'enfants, on est 8 enfants, dont 2 garçons. Mon grand frère et moi sommes au milieu et nous sommes encadrés par des sœurs. Et nous sommes issus d'un père qui adorait les études, mais qui a dû les interrompre pour des raisons familiales. Et qui était très doué, apparemment on l'appelait le Mozart des maths. Ah oui. Il était très doué au niveau des maths, mais qui avait une forte appétence pour l'écriture, les lettres, parce que j'ai en mémoire les lettres qu'il écrivait à ma mère. Ah, Et donc, il est marin de carrière. Et de l'autre côté, ma mère elle-même aimait beaucoup la lecture. Et elle a dû arrêter ses études en classe de 5e. Donc, elle ne voulait pas arrêter. À l'époque, c'est mon grand-père qui lui a dit non, il faut arrêter pour t'occuper de la fratrie. Chose que mon grand-père, d'ailleurs, a regretté à la fin parce qu'il lui a présenté ses excuses, lui disant que je savais que tu aimais beaucoup les études et que peut-être fallait qu'on te laisse poursuivre. Et donc, je pense que cet attachement aux études, aux livres, de mes parents qui avaient eu une ambition, qui n'ont pas pu achever à leur manière, ou en tout cas comme ils l'auraient souhaité, a fait que le livre était omniprésent dans la maison, mais surtout qu'il était très respecté, très vénéré. Pas de contraintes, aucune manière. Mais on voyait que ma mère, le soir, quand tout le monde a fini, allumait sa veilleuse et se mettait à lire. Moi, ça ne m'intéressait pas à l'époque. Mon grand frère, lui particulièrement, il a la fibre plus artistique, plus littéraire. Lui, il était plus intéressé. Mes grandes sœurs, pareil, elles étaient plus intéressées. Mais moi, Khadim, j'étais un peu turbulent. Souvent, ça s'installe dans l'inconscient de la personne. C'est-à-dire,
peut-être tu ne vas pas le pratiquer à l'instant, mais l'environnement fait de telle sorte que ça va t'influencer très naturellement. Et quand on regarde la plupart des auteurs sénégalais que je connais, que ce soit Mbougar ou Elgas et autres, souvent, cette question d'environnement, pour moi, elle est commune à eux tous. Souvent, c'est des gens qui soit ont eu des parents avec un profil soit enseignant, ou en tout cas Mbougar qui te dit que son papa lui faisait lire des journaux, etc. Ou bien c'est parce que, si je prends Souleymane Bachir Diagne, il te dit souvent mon papa avait une bibliothèque à la maison. Et je trouve que c'est très commun et que c'est dès l'enfance qu'ils commencent à cultiver cet amour de la lecture, souvent, en tout cas ceux qui s'attellent à cette tâche d'écriture. J'ai l'impression que c'est une chose commune, que tu C'est confirmes toi aussi. c'est primordial, en Mm. fait. C'est primordial parce que là, tout à l'heure encore, vous avez utilisé la notion d'inconscient. En fait, l'intellect ne fonctionne pas de manière très nette. Il y a beaucoup de choses qui sont imprimées en nous, qui nous rattrapent. Beaucoup de choses qui sont imprimées en nous, mais qui sont complètement muettes. Et un jour, dans notre parcours, elles refont surface. Moi, l'écriture m'a rattrapé. Une fois que je me suis retrouvé au Burkina, à l'âge de 11 ans, j'arrive dans un pays où, au moment de partir, je ne connaissais absolument personne. Je dois me retrouver dans un environnement militaire. Le lendemain de mon arrivée, c'est le début de notre formation. Ensuite, un environnement très compétitif sur le plan académique. Et donc, on peut dire que j'étais complètement livré à moi-même. Fallait survivre. Et avec la dignité aussi qu'il faut. Parce qu'on quitte ses parents, on quitte Diourbel, on arrive pour une année au cours de laquelle on ne verra pas ses parents. On se doit d'exister et de la belle manière. Et donc, là, l'écriture a été un peu... Un exutoire. Pas d'exutoire. Souvent, moi, je n'aime pas trop la notion d'exutoire ou de catharsis parce que je ne pense pas que la vocation de l'écriture soit justement là pour pallier. Justement, mais je pense que ça a été... J'aime bien la notion d'allié ou de compagnon parce qu'on fait chemin ensemble. Okay. Donc, l'écriture, pour moi, est une personne vivante qui m'accompagne. On marche ensemble, on traverse les défis ensemble. Et d'autant plus que, à côté de ces défis purement personnels que je mentionne, on se retrouve aussi au Burkina, sous Blaise Compaoré, qui peuvent être considérés comme des années de fer. L'oppression était là, palpable, et parler de politique ou même évoquer le nom de Sankara était complètement banni au moment où j'arrivais au Britannique. Donc, on était dans un environnement politique très acerbe, un environnement économique très inégalitaire. Et moi, je grandis et je dois mettre des mots sur ça. Donc, mon écriture, en fait, est née par la porte justement de cette prise de conscience, de cette lutte sociale qui se passe. Et donc, je n'ai pas eu vraiment ce temps d'innocence, d'écriture, de découverte, où souvent, surtout quand on est poète, les gens aiment bien écrire la poésie d'amour. Bon, je n'ai rien contre la poésie romantique, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Je n'ai pas écrit ou je n'écris pas sous ce registre. Okay. Intéressant. Et à quel moment intervient la création du blog Assumer l'Afrique? C'est à quel moment? Parce que moi, j'ai pris tellement de plaisir à le lire. Et je me rappelle, c'est par ce biais que j'étais connu, parce que je lisais assez souvent tes publications. Et à quel moment ça intervient et à quelle période de ta vie personnelle? Le blog Assumer l'Afrique intervient une fois que j'ai fini le Britannique, je suis passé à l'ISM Dakar pour quelques mois, à l'Université Gaston Berger pour quelques mois, et je me retrouve à Paris. Je me retrouve à Paris à Sciences Po, avec un environnement tout aussi stimulant. Que tu connais compétitif, du coup. Que je connais compétitif aussi, et où je me rends compte d'une chose, c'est que ceux qui sont considérés futures élites
de ce pays d'accueil. Pays d'accueil qui, par rapport à moi, l'Africain, a quand même une histoire très connotée parce que c'est le pays qui nous avait colonisés, donc qui avait complètement anéanti nos opportunités de développement. Je me rends compte que cette jeunesse, cette élite dite futuriste, connaît peu de choses de notre continent. C'était déjà une découverte, mais qui ne me surprenait pas tant que ça, mais en tout cas, qui n'était pas intéressante. Mais ça, ce n'était pas la raison première d'assumer l'Afrique. Je me rendais surtout compte aussi qu'au sein même de gens d'ascendance africaine ou d'origine africaine, il y avait aussi cette difficulté d'être à l'aise par rapport à son propre continent. Je pense qu'il y avait comme des questionnements presque existentiels dans notre rapport à notre continent. Et parfois, je suis désolé de le dire, je soupçonnais même de la honte d'être africain. Et moi, c'était justement contre cette honte que toutes mes œuvres précédentes s'étaient relevées, en fait. Et j'ai vu que Assumer l'Afrique devenait, en fait, la nouvelle version de mes productions. Et là, surtout, il pouvait me permettre de réagir, pas forcément de réagir, mais en tout cas d'écrire sur des choses ou sur des questionnements très actuels, instantanés. D'autant plus que j'étais en France, j'avais toutes mes origines au Sénégal, au Burkina. Je comptais entretenir cette audience, cette relation avec les miens. Il fallait aussi trouver donc un moyen pour rester en contact. Et là, c'est là où je me suis dit qu'il faut faire recours au numérique et donc faire recours à un blog qui me permettait d'être lu par les personnes, peu importe où elles se trouvent. Ok. Et c'est une histoire de prolongement. Dans ce cas, on part des recueils vers Assumer l'Afrique qui prend toute une autre allure. Et on passe aussi quel est le lien dans ce cas entre Assumer l'Afrique, le blog. Parce que là, de tes explications, moi, je sens le lien un peu. Et ce lien entre Assumer l'Afrique et le nouveau roman, enfin, ton tout premier roman sur les Invincibles. De façon générale, moi, dans ma façon d'écrire, je l'avais dit, mais c'est quelque chose de très vrai. Je ne fais pas de différence entre les supports, les genres, poésie, article analytique, roman. Okay. Quand moi j'écris, j'ai un feu ici. J'ai quelque chose qui brûle. Et à chaque fois, j'essaie de me demander quel est le moyen le plus approprié, le canal le plus approprié pour tenir la communication. L'écriture, chez moi, c'est avant tout de la communication. Et j'utilise tous les canaux, tous les styles, tous les mots, tous les registres qui permettent de se faire comprendre. Parce que pour moi, l'échec premier d'un auteur, c'est de s'exprimer et qu'on ne vous comprenne pas. L'échec premier d'un auteur, c'est d'écrire un texte où on voit que le vocabulaire est très étoffé, mais où ton public ou les gens qui te lisent en tout cas doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ça, moi, j'ai cette phobie-là. J'ai vraiment cette phobie de toute grandiloquence, tout esprit de... ça me fait peur. Et franchement, ce n'est pas un compliment que d'entendre « Ah, j'ai lu ton texte, il est beau, mais je n'ai pas tout compris. » Et donc, Assumer l'Afrique, en fait, par rapport au roman, permettait, en quelque sorte, parce que de répondre, en fait, c'était une question de temporalité, de timing. Quand il y a un événement qui préoccupe la société, parfois, ça n'attend pas 2 ans, 3 ans pour que les gens se fassent une idée. Et il faut donc réagir, pas réagir dans le sens de dans une version négative, mais il faut vraiment écrire pour éclairer, ou en tout cas pour apporter une contribution qui permettra d'éclairer le débat. Ça demande de mettre sur table des sujets purement scientifiques, ça demande de mettre sur table toutes les émotions, toutes les représentations collectives.
Et donc, le blog permet quand même, dans ce cadre, de répondre très rapidement. Tandis que le roman ou le recueil peuvent se permettre de se faire dans un temps plus long. Donc, pour résumer en tout cas, on est dans le même registre, mais on est à des temporalités qui peuvent être différentes. Quand je t'entends parler, j'essaie de deviner un peu les lectures, les auteurs qui t'ont nourri, ton registre. Est-ce qu'il y a du Césaire dedans? Est-ce que tu peux juste revenir sur les auteurs qui t'ont quand même marqué, ou en tout cas dans ton parcours, qui t'ont influencé dans ton aventure d'écrivain? Tu peux nous en citer quelques-uns. Il y en a plein. Bon, je ramène mon corps parle à la place de mon cœur ou de ma langue, mais ils sont nombreux. Et j'ai la chance d'avoir été bercé, biberonné par les classiques africains. Ma littérature a vraiment commencé avec Sembène Ousmane, avec David Mandessi Diop, le poète. Je pense que ces deux personnes sont les auteurs que j'ai plus longtemps lus. Ils m'ont beaucoup accompagné, Sembène Ousmane et David Mandessi Diop. Ensuite, il y a eu une autre phase où effectivement sont entrés les Césaire, les tontons Boubacar Boris Diop, et un auteur qui me fascine à titre personnel, qui est Cheikh Aliou Ndao. Je l'adore. Tu le cites souvent. Souvent. Ouais. Je l'adore. Je l'adore parce que, en fait, pour moi, un auteur, ce n'est pas juste une œuvre. C'est une incarnation de l'œuvre aussi. C'est une conscience, c'est une élévation. Et je pense que c'est la raison aussi de cet attachement. Ce sont des gens qui n'ont pas choisi des voies faciles. Ce sont des gens qui ont tout mis sur la table. Et moi, j'aime ça. Quand j'écris un article, quand j'écris un roman, je mets mon cœur sur la table et je suis capable de mourir pour ça. Et je justifie chaque virgule, chaque point de mon texte. Vous me réveillez à 2h du matin. Pourquoi ce mot? Au détail près, je vous donne l'explication. Et donc, ce sont ces auteurs, avec Aminata Sow Fall aussi. Voilà. Donc, la grève des bateaux. Ce sont ces gens vraiment qui m'ont invité, ou en tout cas qui m'ont accompagné dans mes débuts. Après, dans une autre phase de ma vie, j'ai découvert la littérature dans nos langues nationales. Et dedans, j'ai été complètement fasciné aussi, sous, bien sûr, l'accompagnement aussi de tonton Boubacar Boris, qui a fait le chemin inverse, qui a fait le même parcours, quoi. Ouais. Et donc, quand je découvre notre littérature, là, je parle particulièrement en wolof, mais même quand j'écoute de la poésie en pulaar, ou de la poésie en sérère, ou en diola, je suis très ému par la beauté de nos langues et leur poésie. Et dans un contexte mouride, parce que avec mon prénom, je crois que pas besoin de dire que... Et tu es né au Baol. En plus, je viens du Baol, de Diourbel. Je pense qu'on sait directement que je suis mouride de confession. Je suis musulman et j'appartiens à la confrérie soufie mouride. Dedans, on a des talents du calibre de Serigne Baye Diakhaté, Serigne Moussa Ka, Serigne Mor Kairé, Serigne Samba Diarra. Et quand je découvre ces auteurs de manière plus intime, je me dis que notre littérature qu'on qualifie de littérature sénégalaise est quand même manque de beaucoup de choses, parce que on parle en fait de littérature francophone sénégalaise, mais on nommait carrément non littérature en langue nationale. Et ça, c'est une erreur monumentale, parce que
en matière d'écriture, de beauté et même de dignité de la langue, nous n'avons rien à envier à personne. Il ne faut pas être dans l'hermétisme, où on se dit qu'on n'apprend que nos langues. Ça, c'est une erreur fatale aussi. Mais il ne faut surtout pas ignorer, marginaliser, rabaisser nos langues et leur potentiel artistique. J'entends parfois d'aucuns dire, oui, nos langues ne sont pas capables de science, nos langues ne sont pas capables de poésie, de littérature. J'ai envie de dire, dites que vous n'êtes pas capable de science ou de littérature dans votre langue. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et surtout, en fait, quand tu dis que tu écoutes de la poésie dans d'autres langues autres que Wolof, c'est plus la musicalité te parle. C'est comme quand on écoute la musique d'expression, je sais pas moi, en anglais, alors qu'on n'est pas anglophone ou qu'on comprend pas anglais. C'est qu'il y a ce côté universel de la musique qui fait que ça nous attire. Et je me retrouve tellement dans ce que tu dis parce que moi, ayant grandi à Kolda, j'écoutais... Enfin, c'était les rythmes du Hodou, on l'appelle en pulaar, ou de grands poètes comme Sana Seydi et autres. Et il y avait une telle musicalité, et surtout, à travers eux, tu réapprenais ta langue. Tu réapprenais ta langue. Et ils ont ce côté artistique et poétique que tu mentionnais, qui est tellement doux à entendre. Et de la même manière, là, je me revois écouter aussi parce que Kolda, c'est une ville assez métisse aussi, il y a des Mandingues. Et je me revois écouter ça et je suis parfaitement d'accord. Dans nos langues locales, on a cette poésie, on a quand même une production littéraire qu'on ne le qualifie pas forcément de ça, qui est très présente et très riche. Et là, vous me tendez la perche aussi pour mentionner autre chose qui est très important. Vous avez dit réécouter. Vous voyez, ça nous renvoie à la littérature orale, qui est aussi un potentiel. En tout cas, pendant très longtemps, on a voulu nous confiner aussi dans l'Afrique de l'oralité. Mais là aussi, on a un trésor, cette littérature orale. Quand j'entends parfois des gens me dire que le premier roman africain a été écrit en 1900 ou en 1800, je leur dis, mais est-ce qu'on peut être plus ignorant que ça? Est-ce que c'est de l'ignorance ou est-ce qu'on fait exprès? Comment un peuple qu'on dit berceau de l'humanité, ou en tout cas mère ou père de l'humanité, n'aura connu la littérature qu'au XXe siècle? C'est absurde comme raisonnement. C'est paradoxal. Et donc, cette oralité, c'est avec ça aussi. Et dans le processus d'écriture ou dans l'écriture, on la retrouve. Parce qu'on n'écrit pas qu'avec une langue, d'ailleurs, comme parfois aussi certains le font penser. Ce n'est pas juste une langue qui écrit. On n'écrit pas juste avec une langue. On n'écrit pas juste avec des mots. On écrit avec une culture. On écrit avec une éducation. On écrit avec une passion. C'est un tout. C'est un tout. Et donc, voir me dire que tu écris avec le français, ou tu es un écrivain français, ou tu écris avec le Wolof, tu es un écrivain Wolof, etc., c'est assez limité. Mais après, je comprends aussi que l'esprit humain est assez porté parfois au simplisme, juste pour se faciliter la tâche, pour faire des catégories. Mais c'était vraiment dire que l'oralité a une place importante dans notre écriture, et cette musicalité, ces berceuses, ce son dans nos quartiers, cette ambiance dans nos familles, les jours de fête, les jours de deuil, cette tristesse, tout ceci refait surface quand l'auteur se met à table et doit écrire. Okay. Bah, en tout cas, tu disais tantôt que si on te réveillait à 2 heures du matin, tu pourrais justifier l'usage d'un mot dans une de tes pages, ce qui expliquerait probablement le fait que, le roman ait pris 10 ans d'écriture. Moi, j'aurais une question avant qu'on entre avant qu'on parle des personnages du roman. Est-ce que ça a pris 10 ans parce que ta vision a changé entre-temps, ou bien c'était par souci de perfection, je dirais?
C'est les deux. C'est les deux. Je dirais que c'était avant tout par souci d'exigence. Je pense que en Wolof, on fait la distinction entre bind et bindantu. Man duma bindantu, wala boog bugguma bindantu. Et je ne prends pas l'écriture pour de la plaisanterie. Quand on dédie sa vie ou son temps, même si c'est 1 minute, à quelque chose, je pense que par souci de dignité, il faut la faire correctement. Et donc, il y avait vraiment cette exigence primordiale. Aussi, c'est parce que l'écriture de ce roman, par exemple, moi, j'ai tout écrit à la main. Tout le manuscrit. Ensuite, j'ai tout mis en version numérique. Ensuite, j'ai écrit, quand j'ai mis en version numérique, j'avais ma première version du roman et j'ai complètement réécrit le roman. Ah, d'accord. Et donc, ce texte que vous tenez, je le dis d'ailleurs dans les remerciements, en fait, est la seconde version du roman. Sinon, la première version était d'une écriture beaucoup plus expérimentale. Un genre assez hybride. C'était laboratoire. Style laboratoire entre les faits et la narration. Et dans ce second versant ou dans cette seconde version, on a un peu basculé dans la narration, même si on sent bien ce souci aussi, cette présence de l'effet, parce que chez moi, l'écriture doit aussi être pensée. Ça doit être un temps de pensée. On n'écrit pas juste pour raconter une histoire. On écrit pour susciter une vision ou en tout cas pour déclencher quelque chose chez le lecteur. Ça, c'est ma vision. Et après, encore une fois, chaque écrivain aura sa liberté et sa vision. Mais la mienne, en tout cas, c'est celle-ci. Et donc, vous verrez que déjà dans ce processus, on est passé à plusieurs étapes. Mais maintenant, sur le plan purement personnel ou professionnel, entre-temps, je ne faisais pas qu'écrire. Là, je travaille. À côté de mon travail, j'ai pu faire 4-5 masters dans différents domaines, que ce soit en droit, en communication. Tu as fait toutes les grandes écoles de France, on peut se dire. Oui, parce que... Sciences Po, ENA, Dauphine et Sorbonne, non? Ou Assas? Oui, Assas, Sorbonne. Oui, parce que, bon, déjà la notion de grande école, ça c'est un débat, oui, on peut y passer. On peut y passer, oui, mais c'est surtout, ça dit une chose en tout cas pour moi, de mon point de vue, c'est le besoin de connaissance. Moi, c'est la connaissance qui m'intéresse parce que aussi 2 de nos maîtres nous ont mis sur le chemin, voire 3. Sur le plan religieux, notre prophète Mohammed nous dit allez chercher de la science, même s'il faut aller jusqu'en Chine. Mon homonyme me dit, ou nous dit, ô vous gens de la jeune génération, si vous redoutez la honte, faites précéder l'action par la science. Je crois que c'est dans Massalikul Jinan. Et enfin, le grand pharaon nous dit, cher Anta, Africains, armez-vous de science jusqu'aux dents. Pourquoi autant de personnes éminentes insistent sur cette notion de science? C'est parce qu'aujourd'hui, toute l'humanité en a besoin, mais notre continent plus que les autres. Nous sommes confrontés à des défis protéiformes et les gens qui sont appelés à répondre à ces défis ne doivent pas être dans le tâtonnement. Nous devons être armés, effectivement, jusqu'aux dents pour pouvoir faire le travail. Ok. Non, je vois. En tout cas, on sent cet amour du savoir qui te caractérise. On va parler du roman. Moi, j'ai commencé par le personnage principal, même s'il y en a plusieurs. Une particularité, c'est que je trouve que ce côté où chaque personnage est son propre narrateur. Chaque personnage se raconte. Donc, il n'y a pas de barrière littéralement entre les lecteurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est perché, qui raconte. Et je trouve ça très original. Et si on se penche sur Draman,
Draman brutalisé, Mm, Draman humilié, mais Draman debout, quand même, mm, hein, mm, pour mm, mm. paraphraser un certain. Et Draman, en tout cas, moi, de mon interprétation, Mm, il parle à nous tous, mhm, surtout ceux qui sont venus faire leurs études dans la diaspora, mm, à plusieurs égards. Euh, Parce que on connaît certainement dans nos entourages des gens qui, une fois arrivés en France pour mm, des études, n'ont pas finalement pu, ou ont sombré parfois dans la dépression mm, parce que ils n'ont pas pu s'adapter mm, ou les défis étaient autres, mm, etc. Ça peut être au plan personnel. Et en ce sens, ça me parle personnellement parce que je connais des gens qui ont vécu ce genre de situation. Et je trouve que c'est quand même un miroir que tu nous tends à travers lui. mm. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce personnage-là? Qu'est-ce que tu voulais que le lecteur ressente ou c'était à libre interprétation? Peut-être déjà commencer par une confession. Moi, je n'aimais pas Draman. Et c'est un personnage un peu qui m'a échappé. Parce que, effectivement, c'est un peu la nature de l'anti-héros. C'est vraiment quelqu'un que je n'aimais pas. Je n'aimais vraiment pas le personnage. Et au départ, je me disais que je devais en faire quelqu'un de détestable. Mm. Ce qui déjà est assez intéressant parce que d'habitude, les personnages, on cherche à les rendre attachants. Mm. euh, mais moi, c'était ça un peu mon idée de départ. Mais c'est ça la magie de l'écriture et aussi de la démarche polyphonique. Le fait de donner à chacun l'opportunité de s'exprimer a fait que finalement, mes opinions à moi en tant qu'auteur ont été complètement excusées ou en tout cas Mm. demandées, ont été mises de côté. Ça évite l'amalgame. Ça évite l'amalgame pour que Draman puisse s'exprimer. Et au bout du compte, un jour, je m'assois et je me dis, je me tourne vers ma femme et je lui dis, mais Adja Mariam, on dirait que je commence à ressentir de l'empathie. Je commence à ressentir quelque chose pour Draman. Mm. Et aujourd'hui, je suis incapable de vous dire qu'il me reste indifférent. C'est un peu comme Frankenstein. Vous voyez la notion de votre créature qui vous échappe. Mm. Et je pense que c'est aussi ça un peu c'est quand en écriture, je dirais que c'est là où on commence à toucher à quelque chose. Ce moment où en fait on est dans un exercice de doublement, voire de triplement, où finalement on est soi-même un peu perturbé par ce qu'on est en train de créer. Et Draman, j'ai voulu qu'il soit la preuve, ou en tout cas le rappel, effectivement, ou le souvenir de toutes ces personnes qui sont autour de nous. Parce que l'écriture, encore une fois, doit servir de pont entre la fiction et la réalité. C'est les deux pieds de l'écriture. Il ne faut pas que l'on soit dans une écriture totalement hors sol ou qu'on soit dans un réalisme qui empêche aussi la créativité. Je pense que les deux, on a tendance à faire de l'antagonisme entre les deux, mais ça ne doit pas être le cas. Et à travers Draman, ce que je recherchais surtout, c'est que exactement ce que vous venez me dire. Je connais des gens autour de moi, ou moi-même. Mm. Et cet effet, où on demande aux gens, ou pas on demande, on invite les gens à faire face à la réalité sous le prisme du roman, sans se faire violence, et en essayant de saisir toutes les nuances ou toutes les subtilités des parcours, des émotions. C'était en fait ce qui était recherché. Je n'ai pas de message précis à travers Soleils Invincibles, mais j'ai une ambition à laquelle je tiens énormément. Je veux que quand le lecteur finisse, qu'il ait été bousculé dans tous les sens et surtout à l'intérieur de lui-même. C'était mon cas en tout cas. Je Merci. l'espère. Et Draman, quand même, on voit qui est chassé de Sisan et qui quand même ambitionne de retourner
c'est quoi? C'est un syndrome de Stockholm où il a été né et pas dans les conditions qui étaient celles d'auparavant, c'est-à-dire une immigration, enfin, aller à Sissan avec, voilà, une voie légale, entre guillemets, comme on le dirait. Et là, il arpente les chemins de ce qu'on appelle Hmm. l'immigration clandestine par voie terrestre. C'était, est-ce que tu voulais, disons, je vais encore utiliser le terme localiser ou délocaliser en tout cas et faire tourner en tout cas comment ça s'appelle? La narration, parce que la grosse partie du roman, c'est un peu cette aventure-là. Qu'est-ce que tu cherchais? Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans ça? Ou qu'est-ce que tu cherchais parce que j'ai comme l'impression qu'il y a deux parties. Uh-huh. Et qu'est-ce que tu cherchais à travers cette scission-là, Uh, cette distinction? je vais employer une expression que les consultants aiment bien, la vision 360 degrés. Je pense que ici, jusqu'à présent, on a quand même des récits un peu segmentés. Mm. L'aventure ambiguë, vous voyez, Ouais. c'est le retour un peu difficile, ou en tout cas, on a un peu aussi touché comment il était là. Celles qu'ils attendent, c'est une autre forme de narration de la migration. Parfois, on se concentre sur ceux qui sont là, ceux qui sont partis. Ou en tout cas, c'était un peu parcellaire. Et moi, ici, je voulais d'une vision 360. Même si, dans mon cas, je pense que j'avais plus d'attrait pour ce qui se passait à Tumranka. Donc, pas forcément comment on l'a expulsé, etc. Ça m'intéressait. Mais moi, de l'autre, c'est ce qui se passait aussi derrière, en fait, qui constitue un peu l'attrait. Et maintenant, pourquoi Draman essaie tant bien que mal à repartir? C'est l'inconfort. Vous savez, on est pourchassé par des démons visibles ou invisibles, par des douleurs qui nous traversent, et parfois même le sourire le plus rayonnant peut en réalité signifier une douleur profonde. Il arrive chez lui, sa famille est complètement morcelée. Et donc, le récit se déplace effectivement en termes de géographie. On quitte Getura, on se retrouve à Tumranka, ensuite on va à Barabo et à d'autres endroits de Tumranka pour le retour. Mais à l'intérieur de Draman, il y a aussi ces retrouvailles avec une famille avec qui il avait rompu contact depuis très longtemps. Et le poids du silence Et le aussi. poids du silence. Surtout du papa. Il revient. Il ne sait pas si son père est pris de démence ou s'il refuse juste de lui parler. De lui parler. Où sont ses sœurs? Que se passe-t-il dans cette maison? Est-ce qu'on peut dormir en paix dans une telle maison? Surtout quand on considère qu'on a été le point de départ de cette dégringolade. Donc, vous voyez, il y a un déplacement aussi. On quitte la dimension purement intime du récit pour se retrouver dans un milieu familial. Et pour moi, la famille est un lieu de tension, d'amour, de contradiction, de fragilité et de force qui constitue une sorte d'aubaine pour l'écrivain. On retrouve tout. Mais enfin, un dernier déplacement. On quitte ce drame un peu familial pour se retrouver à une échelle plus sociale. La question de nos conditions d'Africains dans ce monde, notre place, notre rapport au reste du monde. Le regard que l'on jette sur nous ou que l'on projette sur nous et le regard que nous dégageons ou que nous portons sur nous-mêmes. Comment nous nous sentons? Est-ce qu'on doit être pris par cette honte ou est-ce qu'au contraire, on doit se rappeler que nous sommes un continent qui s'est toujours battu pour préserver sa liberté et qui a toujours su refaire surface à chaque fois que cette liberté lui a été confisquée? Est-ce que nous devons avoir honte de notre situation d'aujourd'hui ou juste en être conscients tout en étant fiers du combat que nous menons et que nous avons toujours mené et que nous mènerons? Et donc, ce sont ces déplacements aussi qui se retrouvent dans le texte. Effectivement, quand tu parles de
cette question, en tout cas, bon, si on se réfère à l'actualité, cette question aussi migratoire, euh, ces dernières années, que ce soit la Méditerranée ou tout ce qui se passe dans les pays nord-africains, parmi les que tu appelles candidats Mm, et tu refuses d'utiliser le mot, enfin, mm, mm. je sens comme un refus d'utiliser, de les qualifier comme C'est ça, exact. oui, et qui subissent des conditions de vie très, très atroces. C'était aussi l'occasion de faire un clin d'œil, enfin, de parler de cette question. Et s'il y a aussi un mot qui revient, c'est vraiment dignité. Dignité, j'ai l'impression que je le retrouve pas forcément écrit noir sur blanc, je le ressens. Quelle est ta conception de la dignité? Comment tu la conçois? Et surtout, en particulier, dans ce roman, à travers les personnages, comment toi, personnellement, enfin, tu conçois ça? C'est c'est- c'est une question centrale dans le texte Mm, parce que je pense que quand on écrit aussi, ou en tout cas quand on réfléchit, on essaie de se fixer des objectifs mm, ou en tout cas de savoir ce que l'on veut. Et, et moi, j'avais cette ambition de redresser les bustes. ok. Effectivement, ce n'est pas en martelant le mot dignité à chaque Oui, phrase, ouais, mais dans la construction du roman, des personnages, dans leur posture ou leur position, je voulais que ce mot soit là, implicite, mais omniprésent. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'amour propre, réaffirmé. mm, Nous avons besoin d'être indulgents et exigeants à la fois envers nous-mêmes. Nous avons besoin de nous réconcilier à nous-mêmes, à notre histoire mm, et au monde. Et cela ne peut se faire en piétinant notre dignité. Aujourd'hui, on reproche aux jeunes Africains d'être souverainistes ou de beaucoup utiliser la notion de respect ou de dignité, mm. mais c'est parce que c'est quelque chose qu'on estime ne pas recevoir suffisamment du reste du monde. Mm. Quand l'Africain est présenté de manière très caricaturale, nos États ne sont pas respectés, nos populations sont malmenées partout et parfois même à l'intérieur de nos propres frontières, on se dit, mais quelle est notre place en fait dans cette humanité? Est-ce que c'est une vie qu'on mérite? Et donc, par l'écriture et par toute autre entreprise nécessaire que chacun doit prendre, il faut réparer cette relation. Cela signifie, pour moi, la dignité, c'est avoir du respect pour soi-même, du respect pour les autres. C'est savoir que tout ce que les autres ont fait est quelque chose à notre portée. Mm. C'est savoir que il faut être très exigeant envers soi-même, mais il ne faut jamais laisser quelqu'un nous faire croire qu'on vaut mieux que lui ou qu'elle. Il Parfait. faut vraiment être dans l'excellence continue, être dans le respect, la courtoisie, l'ouverture et vraiment envers tout le monde. Mm. Ne pas regarder les gens de haut ou en tout cas ne pas les dénigrer non plus, mais en retour, attendre l'exacte contrepartie. Il faut que ce soit réciproque. Et pour moi, ça, c'est non négociable. Mm. Et pour moi, le personnage, en tout cas, qui représente un peu plus cette dignité-là, pour moi, en tout cas, c'est un avis personnel encore, hein, mais c'est Hamid pour moi. Et c'est un personnage que je trouve très attachant et tu vois, cette scène où il dit qu'il faut forcément, il faut enterrer Les morts. les morts et qu'il ne faut pas les laisser comme ça, les corps croupir dans le désert. Et et aussi son action durant l'embarquement c'est quelqu'un, c'est quelqu'un que je trouve qui centralise à lui-même seulement tout ce qui est valeur humaniste dans l'ouvrage. Est-ce que c'est le message que tu as voulu faire passer ou c'est juste mon ressenti qui... Non, déjà,
je me réjouis de cette lecture. C'est toujours très agréable de voir que, effectivement, les gens vont jusqu'au bout et essaient vraiment d'intégrer ou de pénétrer ou d'imbiber les personnages. Et quand vous faites mention à Hamid, c'est effectivement un personnage très attachant, sans doute parce qu'effectivement, pour ses valeurs humanistes, etc. Mais c'était pour surtout montrer comment l'expérience humaine ou même la dignité humaine est fragile, en fait. Nous sommes vraiment, en tant qu'êtres humains, faits de fragilité. Et les compromissions arrivent parfois très rapidement et d'endroits insoupçonnés. Parfois, quand les intérêts sont sur la table, vous voyez des comportements que vous n'auriez jamais soupçonnés. Là, on était effectivement dans tous les deux exemples que vous mentionnez, dans des situations où il fallait partir ou rater son opportunité peut-être de vie. C'est des intérêts légitimes. Mais dans quelle mesure ces intérêts doivent être mis en balance avec la dignité de donner ou de doter chaque être humain d'une tombe décente et l'obligation d'aller au secours d'une personne qui est en train de donner vie. En réalité, ce que Hamid nous dit, c'est qu'il y aura un moment dans notre vie, ou plusieurs moments dans notre vie, où cette notion de, en Wolof, je préfère, Sobu wala Sanku, arrivera. Et j'espère que chacun de nous aura vraiment la force d'être à la hauteur de ce moment. En tout cas, Hamid, je le trouve, comme je t'ai dit, hein, je le trouve très attachant et c'est quelqu'un qui représente cette dignité qui transparaît, même si tu ne le martèles pas forcément, mais ça refait surface. Et un autre personnage, avant de passer à, parce qu'on arrive vers la fin, Tabara. Voilà, je trouvais que c'est une personne, parce que aussi, certes, dans Soleils Invincibles, ne serait-ce que à travers le titre, on voit qu'il y a un message d'espoir aussi derrière, surtout vers la fin du roman. Mais tu as aussi cette part de réalisme où tu décris quand même ce qui se passe dans notre continent, que ce soit le poids du candidaton, le poids du patriarcat, surtout avec Thérèse. Et là aussi, avec Tabara qui est chassé de la maison, Tabara qui rencontre énormément de difficultés, mais qui tient debout, qui est très courageux, qui reste digne jusqu'à la fin. Et cette part de réalisme-là, est-ce qu'à travers la description de ce que je viens de dire là, tu cherchais aussi, est-ce que c'était juste établir des choses factuelles qui existent ou c'était une manière de critiquer ou de lever le voile sur certaines questions qui sont d'ordre social chez nous? Déjà, là, peut-être on fait un bond en arrière, mais quand on lit mon blog, on sait bien que ma position, dans peu importe le débat, je la décline dès le début, de la manière la plus explicite possible, parce que je pense que ça fait aussi partie de l'honnêteté intellectuelle. Il faut éviter toutes sortes de langues de bois, surtout quand on discute de choses qui concernent tout le monde. Il faut dire les choses dès le début de manière très factuelle. Ça, c'est plus marqué, par exemple, dans mes articles de blog. Mais dans le roman aussi, je pense que le travail de l'écriture est exigeant parce que les antagonismes qu'on crée souvent, ils sont complètement inopérants. C'est-à-dire littérature, science, quand je dis discipline scientifique, je veux dire matière universitaire, recherche académique ou travail purement créatif. Je pense que le travail fécond, ou en tout cas le travail qui se veut fécond, doit aspirer à regrouper tout ceci. Ça doit être factuel, ça doit être scientifiquement établi, ou en tout cas documenté par la recherche. Ça doit être aussi quelque chose d'inspiré. Et
en essayant de décrire la situation, la condition de Tabara ou des candidats de façon générale, j'étais préoccupé par ça. Je voulais montrer aux gens, je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais en tout cas, je voulais leur montrer qu'on peut parler de choses qu'on maîtrise, de choses qu'on vit, de choses qui ne relèvent pas de l'extraordinaire, tout en rendant ces choses belles et littérairement ou artistiquement merveilleuses. Et donc, c'était ça. Je tiens à la fois à ma liberté, à ma dimension artistique ou créative, qu'à la notion ou qu'à la rigueur ou factuelle ou qu'au réalisme, en fait. Je ne veux pas qu'on lise et après qu'on se dise « Ah, c'est exagéré ». Et j'en veux pour preuve, chaque passage lu évoquera un souvenir chez quelqu'un. Pour autant, on ne va pas dire que c'est une compilation de souvenirs. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est porté par une plume artistique, c'est porté par un élan créatif qui a su mettre en musique tout ceci. Question simple, est-ce qu'on devient plus humain par l'altérité? Est-ce que c'est en rencontrant l'autre qu'on réalise notre humanité? Parce que j'ai comme l'impression que les personnages, quand ils se rencontrent, le fait de se raconter leurs histoires, ils deviennent de plus en plus liés. Mais vous le philosophe, vous le savez mieux que moi. L'homme est je ne dirais pas l'autre qui l'homme est un goût pour l'homme, oui, mais l'homme est un animal politique. Ma question, c'est que vaut un être humain sans les autres? Ou est-ce qu'on peut être humain sans les autres? C'est la question qu'explore Bachir Diagne souvent à travers le concept de Ubuntu qui revient. Alors, on va passer à... Moi, j'ai une surprise pour toi. Je te l'ai dit au début et je pense que très probablement tu as pensé. Alors, juste... Grand Bagdé. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Juste... Est-ce que tu peux écouter et me dire si tu reconnais cette voix? Demain, que tous les veilleurs de chagrin se réveillent, pleins d'entrain. Que la terre aride reçoive abondamment l'eau du ciel. Que l'amour inonde le cœur de l'homme. Que le pain abondant lui soit doux. Par-delà l'attente, que la mère retrouve son enfant dérouté. Que l'orphelin trouve précieux refuge. Que la guerre cesse. Que le soldat retrouve sa famille. Demain, que tout le monde s'approprie soleil invincible, surtout les jeunes, qu'ils trouvent dans l'histoire de Draman inspiration et force. Soleil invincible, téere bu dëggu. Aujourd'hui, j'ai pris du plaisir à dépoussiérer, puis à ranger les livres qui composent ma bibliothèque. Cette dernière commence à avoir une belle apparence, imposante. Je rêve du jour où la plus haute étagère sera pleine à craquer. Je rêve de livres qui effleurent le plafond, qui le touchent, qui l'ouvrent, s'offrant au ciel, telle une bibliothèque de Babel. Je rêve de livres destinés à l'univers. J'ai pris beaucoup de plaisir à ranger les livres de ma bibliothèque, car en touchant chaque couverture, en lisant chaque titre, j'ai repensé aux joyeux sourires, aux larmes silencieuses et sincères du cœur dont les belles œuvres sont la cause. Et j'ai dépoussiéré, à la pensée de chaque minute passée par leurs auteurs, dans une solitude éveillée, éclairée, concentrée, à parfaire chaque phrase, ajoutant ou supprimant une virgule, un point, un accent, raffinant chaque idée pour favoriser la meilleure digestion de lecture pour le plus grand nombre de consommateurs d'œuvres de toutes sortes.
Soleil invincible fait désormais partie de ma bibliothèque. L'œuvre a pris le temps de mûrir pendant une décennie. Elle fera le bonheur des lecteurs. Soleil invincible, Tere Putaro. Je partage la joie de l'auteur, qui est mon frère de sang. Certes, pour un auteur, offrir son œuvre au lecteur est une grande satisfaction. C'est la concrétisation d'un bonheur tant espéré, de ces vœux que l'on ne trouve que dans les prières les plus secrètes du cœur. Khadim est un frère respectueux et gentil. Son sourire généreux et salutation. Mom Bamba Kuyatul. Il est honnête, travailleur et sincère. Nous partageons l'univers merveilleux des livres. Entouré de ses proches, Sawaji Kuberi Jamle, Saf Horom Texi, que les vents lui soient favorables. Ngelawam Nangu. Surprise, et on voit que tu es ému, Bamba. Et est-ce que tu peux nous dire qui est la personne qui parle et quel est votre rapport? Qu'est-ce que tu ressens? Je vois que tu es très ému. C'est mon grand frère. Mm. Baye Modou Ndiaye, il se nomme. Et je crois que... Waouh. Je l'ai déjà évoqué d'ailleurs au début de notre échange. Je disais que mon grand frère est justement a une fibre artistique. Et sans le savoir, vous alliez me donner la preuve de ce que je disais. Ouais. Je viens directement après lui. On est juste deux garçons et comme je le disais, on est entouré de grandes sœurs et de petites sœurs. Et voilà, c'est sous son ombre que j'ai grandi. C'est avec ses... Bon, on arrête ça. on arrête là. J'avais une deuxième surprise, mais on la mettra au montage. Mais ok, là on a une rubrique et ça va être des réponses du tic au tac. Ok. C'est un jeu. Alors, moi je vais te demander quelle est ta personnalité publique ou auteur ou artiste préféré? Ah, tic au tac. Enfin, tu peux prendre le temps de réfléchir, mais... Tonton Boubacar Boris Diop. Je vois, tu le cites très souvent. Yeah. Peut-être tu vas écrire en Wolof un jour. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est pas encore publié, mais c'est fait. Ok. Le meilleur souvenir que tu as dans ta carrière d'écrivain, enfin. Quand j'ai fait pleurer ma mère ou mon père ou ma femme grâce à l'écriture, elle m'a tout donné. Voilà. Et moi, je vais trahir un secret. À qui tu as fait la meilleure dédicace? À chacun. À chacun. Ça, c'est pour éviter... non, parce que wax fa mu jugee ci xol dem ci xol. te wax bu jugee ci xol ba muy dem. diggante boobu beneen gënu ko. Et pour toi, le plus beau mot en Wolof ou en français? Yërmande. Yërmande, en Wolof. En français? Miséricorde, je dirais. Ok. Alors, je vais juste te demander quel est le livre qui t'a bouleversé? Ou tu nous le cites? Ma dernière lecture, Maganum Gundam, de Tonton Boubacar Boris, m'a beaucoup marqué. Parce que j'avais l'impression d'être dans la grotte d'un écrivain, d'un vieil écrivain, qui nous donne un peu... qui ressent sa vie, en fait. Donc, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et surtout, ça s'est fait en Wolof en plus.
Donc, je pense que Mara Noubrandem m'a beaucoup bouleversé. Et je pense que je n'arrêterai pas de parler de ce texte parce qu'il faut absolument que tout le monde le lise. Ok. Il est magistral. D'accord, bah, on arrive à la fin. Ton mot de la fin, Bamba, pour ce premier épisode de Enquête de voix. Qu'est-ce que tu vas dire à nos J'étais nos entré dans cette rencontre avec beaucoup de joie, d'espérance. Et j'y ressors avec les larmes parce que c'était un moment très singulier pour moi d'échange, d'intimité aussi. Mm. Et j'ai bien adoré chacune des questions et tous les soins qui ont été mis dans la préparation et dans la lecture aussi du texte. Donc, je suis rempli de gratitude envers vous, envers tous nos amis qu'on a réveillés un Un dimanche dimanche très tôt. très tôt pour venir faire cet enregistrement. Mm. Et je suis très reconnaissant de ce moment et j'espère qu'il aura suscité quelques réflexions chez les personnes qui nous auront regardés, parce que c'est cela, enfin, la seule vocation, en tout cas selon moi, de l'écriture, amener les gens à se poser les questions. Et j'espère qu'ici, ce sera les bonnes. Ok. En tout cas, merci Bamba de nous faire l'honneur d'être là. On sait que tu es très pris avec le salon du livre. Et merci pour ta disponibilité. Merci. Et moi aussi, j'ai adoré échanger avec toi. Et enfin, c'est sans surprise, te connaissant, tu es quelqu'un de très solaire. Et je te souhaite en tout cas très bon vent dans ta carrière d'écrivain. Et moi, ce livre, il a une dimension assez particulière pour moi aussi, parce que j'ai eu un camarade qui a perdu la vie en Méditerranée lors d'une traversée. Il s'appelle et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est très lourd au sein de sa famille de ne pas voir de ne pas voir un corps. Et à la fin, quand j'ai fini, surtout quand Hamid racontait ce qui s'est passé en mer et tout, j'ai imaginé cette personne avec qui on a partagé les terrains de foot, le gilet de sauvetage qui lâchait et qui tombe dans ce grand cimetière qui est devenu la Méditerranée. C'est pour ça que je suis très ému aussi et merci pour ça. Merci.